t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as fait manquer, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Bonjour et bienvenue dans Bruxelles, je t'aime, l'émission hebdomadaire qui décortique tout ce que vous allez adorer ou détester de la politique européenne. Je suis Maya Delabaume, merci de nous avoir rejoints. Alors au programme cette semaine, 36 000, c'est le nombre de passes de train gratuits qui seront proposés aux jeunes de 18 ans à travers l'Europe grâce à la Commission européenne. Alors l'objectif, offrir aux jeunes l'opportunité de vivre une expérience européenne et ce faisant renforcer un sentiment d'appartenance à l'Europe. Alors pourquoi cette appartenance est-elle encore floue et la priorité qui est aujourd'hui donnée à la compétitivité et à la défense ne risque-t-elle pas de réduire les budgets consacrés à des programmes européens qui renforcent l'identité européenne tels qu'Erasmus+. Et de nouvelles données montrent que la confiance dans l'Union européenne et dans l'euro est à son plus haut niveau depuis 17 ans, notamment chez les jeunes. Pourtant, lors des élections européennes de l'an dernier, seulement 3 jeunes sur 10 sont allés voter. Et parmi ceux qui l'ont fait, beaucoup ont choisi des partis situés aux extrêmes, à gauche comme à droite. Alors pourquoi les responsables politiques ont-ils tant de mal à établir un lien avec cette génération clé ? Pour discuter de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir Adélaïde Charlier, militante pour la justice climatique et cofondatrice de Youth for Climate Belgique et de l'association The Bridge. Bonjour Adélaïde. Bonjour. Noah Charpentier, président du réseau d'étudiants Erasmus en Belgique. Bonjour Noah. Bonjour. Et Christelle Saval, présidente des Jeunes Européens fédéralistes. Bonjour Christelle. Bonjour. Alors justement, merci à vous tous les trois de nous avoir rejoints. Avant de vous entendre, explorons de plus près cette crise de la quarantaine européenne. On regarde. Tout est dans les traités. L'UE est fondée sur des valeurs communes. Le respect des droits de l'homme, la dignité, la liberté, l'égalité et l'état de droit. Mais en réalité, l'Europe traverse comme une crise de la quarantaine. Alors que l'ordre mondial précédemment établi se détériore, notamment en raison du comportement agressif de la Russie et des États-Unis, l'ambition est de devenir un acteur géopolitique plus fort. Le commerce et les alliés sont essentiels. Mais qu'est-ce qui rend l'Europe unique ? Eh bien, sa capacité à influencer le monde par sa culture et ses valeurs. Et c'est peut-être là que réside l'atout unique de l'Europe. Mais pour nous unir, nous avons besoin d'une identité européenne commune autour de laquelle nous rassembler. Ce qui pose la question suivante. En avons-nous une ou 27 ? Alors Adélaïde, je me tourne vers vous. C'est une question large qu'il vient de poser. Avons-nous une seule identité européenne quand on est 27 pays différents ? Ah oui, c'est très, très, très compliqué. Moi, je pense qu'on a une identité de l'Union européenne, surtout pour plusieurs raisons. D'abord, à l'extérieur. Je pense que quand on sort de l'Union européenne, peu importe qui on est dans les 27, on va reconnaître une identité de l'Union européenne qui va en fait être beaucoup plus forte à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et quand on sera au sein des 27, ou de retour chez nous, entre guillemets, là, on va beaucoup plus négliger cette identité, on va la repousser, ou alors on va la questionner, la critiquer, ce qui n'est pas nécessairement négatif aussi, de se dire que oui, il y a une identité européenne, mais qu'elle doit encore continuer à être construite, qu'il y a encore énormément d'étapes sur lesquelles on doit travailler, et surtout pour les jeunes, je pense que c'est essentiel de se dire ok, on nous a liés à cette identité européenne, moi personnellement je me sens très 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 européenne, néanmoins je veux pouvoir travailler sur ce projet européen, je veux pouvoir du coup travailler aussi sur cette identité, et donc c'est pas quelque chose qui est fini, c'est un travail constant. Alors Noah, justement, est-ce qu'on se sent plus européen aujourd'hui, selon vous, qu'avant ? Je pense... Chez les jeunes notamment. Oui, non, je pense exactement. On voit beaucoup chez les jeunes que l'identité européenne est de plus en plus importante. Et il y a plein de programmes qui mettent ça en œuvre. On voit notamment le programme Erasmus+, mais il y a aussi European Solidarity Corps. Tous ces programmes, en fait, qui permettent la mobilité internationale et les échanges et la découverte de nouvelles cultures au sein de l'Union européenne. Ça permet aussi aux jeunes de se rendre compte qu'en fait, une identité européenne, c'est quelque chose qui est là, qui existe, mais aussi quelque chose qui ne va pas remplacer une identité culturelle ou une identité nationale. C'est une addition et c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme aussi et qu'on doit apprendre au quotidien et qu'on doit renforcer en fait. Mais est-ce que justement l'attrait d'Erasmus est plus puissant aujourd'hui qu'il l'était avant ? On voit récemment une baisse, mais je pense qu'il y a d'autres facteurs, notamment un facteur budgétaire. On voit que presque pour la plupart des étudiants Erasmus,
les bourses qui sont fournies par le programme Erasmus+, ne couvrent pas plus de 50% des coûts totaux. Donc, en fait, ces échanges sont là, mais ils sont de plus en plus axés vers une jeunesse qui a des facilités, des moyens financiers plus élevés. Et donc, il faut aussi que l'Union européenne agisse là-dessus pour pouvoir permettre à tous les Européens... Alors, on va en reparler un peu d'Erasmus, mais justement, Christelle, vous, est-ce que vous sentez aussi que le sentiment européen est plus fort aujourd'hui chez les jeunes ? Oui, parce que ça se vit tous les jours. Par exemple, ce n'est pas le cas de tous les pays de l'Union européenne, mais la plupart des pays de l'Union européenne ont l'euro. Et donc, on pense dans la même monnaie. Et déjà, c'est penser européen, parce que les Allemands, les Estoniens et moi, on va réfléchir à notre futur en euros. C'est un exemple de quelque chose qu'on a en commun. Il y a la culture qui a été mentionnée dans le reportage. C'est très important d'avoir vu les mêmes dessins animés traduits et d'avoir cette base commune. Et oui, ça monte parce que ça se construit jour après jour. C'est aussi la construction d'activistes comme nous ici. C'est quelque chose qui est aussi ascendant. Ouais. Pas juste les institutions qui décrètent qu'on a une citoyenneté, mais quelque chose qui se construit chaque jour. Ce sont des valeurs aussi, j'imagine. Oui, bien évidemment, ça a été dit dans le reportage. Les valeurs, c'est la base de l'Union européenne, c'est un sentiment de projet aussi. Où est-ce qu'on veut aller ? Parce qu'on parle beaucoup de l'histoire commune, mais l'Union européenne, pour moi, c'est surtout un futur en commun, quelque chose qu'on décide chaque jour, parce qu'on veut une meilleure vie, des meilleures conditions pour nous, et qu'on a une idée de ce qu'on veut pour démocratie, droits de l'homme, etc. Ce qui est analysé aussi dans les études de l'identité européenne, c'est qu'après chaque crise internationale ou en interne, après la guerre froide, si on peut dire qu'elle est finie, après la fin de la séparation des deux Allemagnes, en fait, le sentiment se renforce. Mais le sentiment se renforce, mais surtout, on a donné des nouveaux attributs à l'identité européenne. Donc à chaque fois, elle est différente. Donc notre identité européenne d'il y a 30 ans n'est pas la même qu'aujourd'hui, et surtout, au vu des crises qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans un monde de multicrises, notre identité européenne ne sera pas la même dans quelques années, voire même à la fin de 2025. Et donc, je pense qu'il faut aussi accepter l'évolution de cette identité au fur et à mesure des différentes crises. Et là, il y en a quand même un moment où on a obligé, je pense, de se renforcer en tant qu'Européens, en tant que force géopolitique, mais donc aussi en tant que jeunes, on le voit, qu'on a envie de pouvoir, par exemple, pas être seulement la Belgique seule face au reste du monde. Et du coup, cette identité peut se transformer et se renforcer. Et peut-être même plus encore aujourd'hui, quand on a Donald Trump aux États-Unis, la guerre des tarifs, on se dit que justement faire bloc, c'est devenu important, j'imagine. Les jeunes s'y raccrochent en fait à l'Union européenne. Il y a une demande de plus d'Europe, de protection aussi. Donc oui, sur le point de vue international, il y a aussi des gens qui écrivent à mon association pour dire « Ah bah, j'ai vu ce qu'a dit Trump, j'ai vu ce qui se passe en Ukraine, c'est juste pas acceptable, qu'est-ce que moi je peux faire ?» Donc il y a aussi une question d'individualité et d'Europe qui se pose en se disant que c'est la bonne échelle pour agir et qui a ce besoin de protection sociale, environnementale. Il y a beaucoup... c'est pas juste la défense, c'est tout un catalogue de... Alors justement, selon un sondage Eurobaromètre récent, très peu de jeunes Européens se sentent proches de Bruxelles ou des symboles de l'Union européenne comme le drapeau ou l'hymne européen. 34% se sentent surtout liés à leur pays, 15% à l'Europe et à l'identité européenne, 14% autant à leur pays qu'à l'Europe et 8% seulement ne se sentent attachés ni à l'un ni à l'autre. Alors c'est intéressant justement parce que ça met un peu en conflit ce qu'on disait, Adélaïde, justement, je pense à vous. Il y a encore des gens qui ne se sentent pas tellement européens chez les jeunes. Oui, et je pense qu'en réalité, c'est tout à fait logique. L'Union européenne, en tant que jeune, son drapeau, son passeport, sa question d'identité n'est pas du tout, en réalité, au centre de notre vie quotidienne, sans le savoir, en fait, c'est inconscient. Parce qu'en réalité, par contre, quand on va partir avec nos parents en vacances dans le pays d'à côté, ne pas avoir fait face à une frontière, ça, c'est pourtant quelque chose qui est européen. Alors, sans le savoir. Si on revient sur Erasmus, parce que c'est quand même un peu le, entre guillemets, flagship, le drapeau européen réel, c'est souvent Erasmus. Et on parlait aussi justement de ce programme de train gratuit. Est-ce que ça, ce sont des idées, des bonnes idées? Alors Erasmus+, il va évoluer, il a déjà évolué, mais le train justement gratuit, est-ce que c'est, par exemple, quelque chose qui peut renforcer ce sentiment? Oui, non, j'en suis persuadé. Pouvoir voyager, pouvoir découvrir de nouvelles cultures, pouvoir traverser l'Europe, se rendre compte des opportunités qui nous sont données, je pense que c'est quelque chose qui renforce ce sentiment d'être européen, en fait. Et je pense que c'est quelque chose qui est oublié, parce que l'Europe, c'est quelque chose qui est fort distant déjà
notre pays, nos politiques, c'est fort compliqué. Donc pour des jeunes, regarder à l'Europe, ça peut vite devenir compliqué. On ne se rend pas compte non plus de tous les bénéfices que l'Europe nous apporte, que ce soit le roaming gratuit par exemple, le passage des frontières, c'est quelque chose que l'Europe a fait aussi. Et c'est toutes des choses dans lesquelles on est baigné, on est né avec, mais on ne se rend pas forcément compte que ça vient de l'Europe ou de l'Union européenne. Et je pense que c'est important de refocaliser aussi le débat sur les bénéfices que l'Europe apporte à chacun d'entre nous et d'essayer de le rapprocher de chacun des citoyens, en fait. Mais est-ce qu'il faudrait justement pas renforcer un peu les symboles? Et je pense par exemple le 9 mai, la journée de l'Europe, qui pourrait être un jour férié, ou par exemple même, je pensais à enseigner le droit et les institutions européennes dans les écoles nationales, Christelle. Alors, le 9 mai, c'est férié au Luxembourg, donc ça a été fait. Voilà. J'y habite, donc je peux vous en parler, mais donc c'est possible. Ouais. Et il y a un potentiel très fort d'image là-dessus, et puis les gens aiment bien les jours fériés. Ouais. Généralement, c'est assez on en veut toujours plus. Et sur l'éducation, clairement, il y a un manque d'éducation civique à l'école en général, et en particulier sur la citoyenneté européenne, c'est très important. Ouais. Nous, dans notre association, on le fait de façon non formelle, mais ça ne devrait pas venir du secteur associatif, ça devrait être dans le curriculum, dans chaque pays. Et il y a besoin de ce curriculum européen pour l'Europe. Ouais. Alors, eh bien, justement, pour avoir un autre point de vue sur ce que Bruxelles pourrait faire pour combler le fossé entre les institutions et les citoyens, nous avons discuté avec une professeure en sciences politiques à Sciences Po Paris, Ronia Szczepanski. On l'écoute. Les gens s'identifient à la fois à l'Union européenne ou à l'Europe et à l'État-nation. En fait, ils s'identifient aux deux. Ainsi, ce que les gens font dans l'Union européenne peut être incorporé dans les identités nationales, et ce qui est fait au niveau national peut également être incorporé au niveau européen. Il n'est donc pas nécessaire que les deux s'annulent l'un l'autre. Il existe deux mécanismes permettant à l'Union européenne d'y parvenir. Tout d'abord, l'Union européenne pourrait essayer de donner plus d'espace pour exister, en particulier aux personnes qui sont actuellement sous-représentées dans l'identité européenne. Par exemple, les citoyens ruraux, les personnes sans diplôme universitaire, ou encore les personnes issues de la classe ouvrière. Un deuxième mécanisme pourrait consister à donner une plus grande représentation, cette fois-ci au niveau de l'élite, aux personnes telles que les hommes politiques issus de ces milieux. Alors Noah, je me tourne vers vous justement parce que Ronia Szczepanski, elle parle un peu de ces privilégiés, de l'impression aussi que peut-être l'Europe c'est une élite. Et quand je pense à Erasmus+, est-ce que justement c'est toujours réservé à des privilégiés, puisque c'était aussi le problème un peu d'Erasmus. Et je dis ça aussi parce que ce programme est en risque, vous l'avez déjà mentionné. L'UE prévoit de couper 295 millions d'euros du budget d'Erasmus+, à cause de dépenses liées à la guerre en Ukraine. Alors qu'est-ce qu'on fait justement pour démocratiser peut-être plus Erasmus+? Nous, on essaye de se battre au quotidien, de discuter sur le budget. En effet, comme vous l'avez mentionné, ils aimeraient bien réduire un peu le budget, alors que des études ont prouvé que pour pouvoir subvenir aux besoins de tous les étudiants qui souhaiteraient participer à ce genre de programme, il faudrait que le budget fasse x5 pour 2028. Donc c'est sûr que si on continue sur cette lancée, malheureusement, les programmes d'échange et toutes sortes d'autres programmes mis en place par l'Union européenne, ce sera vraiment réservé à une élite, à des personnes qui ont plus les moyens, et ça va créer un vrai clivage dans la société européenne où seuls les plus élitistes vont se sentir européens, quant aux autres, ils vont se sentir abandonnés. Ce qui est, je pense, déjà le cas pour énormément mais même tout court être lié aux institutions européennes. Si on déjà avoir étudié la politique, c'est quelque chose qui est rare. Alors la politique de l'Union européenne, et en plus ensuite avoir accès d'une manière ou d'une autre, peu importe, aux institutions européennes aujourd'hui. Les murs sont énormes, sont hyper élevés. Oui, mais se sentir européen, c'est aussi connaître le fonctionnement de l'Union européenne. Bien sûr, et donc, ça devrait être comme ça pourrait faire partie, ça fait partie dans le cursus de l'éducation qui pourrait être mise en place. Mais il faut aussi vraiment regarder le fait qu'aujourd'hui, avoir accès à ces institutions, même en tant que citoyen qui se pose des questions ou qui aimerait mieux le connaître, c'est juste presque impossible. Ou même quand on est passionné déjà par l'Union européenne, c'est presque impossible aussi d'y accéder pour y travailler, etc. Donc je pense qu'il faut aussi pas sous-estimer les barrières administratives et aussi la nécessité des connaissances à avoir qui doivent être parfaites afin d'avoir accès aux institutions européennes. Alors justement, Christelle, je me tourne vers vous. L'investissement massif, aujourd'hui, il est mis sur la défense, sur la compétitivité. On le voit, le besoin de se défendre parce qu'il y a une guerre en Ukraine. Mais les jeunes Européens aujourd'hui, est-ce qu'ils sont vraiment plus préoccupés par se défendre contre la Russie et rester compétitifs par rapport à la Chine? Est-ce que c'est ça la priorité aujourd'hui pour un jeune? Pas vraiment. Mais disons que c'est la sécurité
sa globalité qui est la priorité des jeunes. Donc la sécurité sociale, de l'emploi, climatique. Et dans mon association avec Make.org et d'autres institutions, on a fait You Hope. C'est une consultation qui a reçu 1,5 million de voix en Europe avant les élections européennes et 5000 propositions. Et c'était les propositions consensuelles, c'était beaucoup de la protection, mais aussi avoir une voix commune sur la scène mondiale. Donc il y a cet intérêt des jeunes pour avoir vraiment une Union européenne qui est forte dans ses valeurs, qui projette cette démocratie, ses droits de l'homme sur la scène mondiale. Donc, ce n'est pas que du repli sur soi, mais il y a beaucoup de demandes de biens publics, disons. Alors, il y a un autre aspect aussi qui peut être problématique, c'est la culture. Elle représente 7,8 millions d'emplois en Europe, mais elle pourrait être sacrifiée dans le prochain budget. Alors, pourquoi, justement, je me tourne vers vous, Noah, pourquoi ne pas lui consacrer 2% du budget total de l'Union européenne? Parce qu'on sait que chaque euro investi rapporte 11 euros au PIB selon le Parlement européen. Alors la culture, pourquoi aussi on l'oublie? Je pense que c'est un problème de génération et de focus. Les personnes qui prennent les décisions maintenant sont des générations qui sont un peu plus âgées, qui ne sont plus forcément en accord avec la société actuelle, ce que les jeunes ont besoin. Je pense que les jeunes se retournent beaucoup vers la culture, se rendent compte de son importance, de la diversité de la culture aussi qu'on a dans l'Union européenne. Il ne faut pas oublier qu'on est beaucoup de pays, on est 27, qu'il y a énormément de cultures différentes et que c'est ça qui nous rapproche aussi, découvrir la culture des autres. Et donc oui, je pense que c'est un problème de focus et que il faut que ça change et il faut qu'on se batte pour mettre la culture au centre. Oui, parce que justement, on en parlait, Adélaïde, vous en parliez vous-même, la culture, on parlait des valeurs, c'est ce qui crée ce ciment, cette appartenance à l'Europe. Ouais. Alors pourquoi est-ce qu'on ne consacre pas des budgets à ce qui crée ce sentiment d'appartenance? Je pense que c'est essentiel d'avoir un budget pour ça, évidemment. On sait tous qu'on est par contre en train de tirer sur le budget dans tous les côtés et qu'aujourd'hui, c'est pas la priorité. Donc, c'est même pas un débat, c'est même pas une conversation, malheureusement. Je pense qu'une chose quand même qui impacte aujourd'hui le sentiment de l'identité, c'est donc de se dire qu'on va valoriser ces valeurs qui sont de l'Union européenne, les questions de droits humains, de respect envers les uns les autres, etc. Et en même temps, on investit massivement dans des politiques où on se dit, comme la priorité c'est la compétition, les valeurs elles viendront en second plan. Si ça c'est le message aujourd'hui envoyé à la population aussi de l'Union européenne pour en fait faire peur à l'extérieur, comment est-ce qu'on veut continuer à se sentir européen quand on voit qu'en fait, quand on est attaqué de manière économique ou même littéralement attaqué avec une guerre, en fait, on laisse tomber nos valeurs. Et c'est là où, en fait, on doit être plus fort et se dire, c'est même pas qu'une question de budget, de se dire, allez, on met 11% pour la culture. Non, peu importe. Partout, dans toutes nos politiques, on doit montrer qu'on n'a pas oublié nos questions, par exemple, de valeurs de droits humains. Et aujourd'hui, quand on voit qu'il y a encore des politiques où on réouvre avec des politiques omnibus, des questions, par exemple, de droits humains, de respect des chaînes de valeur, sur les chaînes de valeur, des entreprises, est-ce que ces entreprises doivent respecter les droits humains ou pas? Ça, c'est la directive du devoir de vigilance. Désolé, quand on parle de ça aux citoyens, ensuite, comment est-ce que vous voulez qu'ils aient un lien de relation avec les valeurs européennes s'ils ont l'impression qu'on les laisse tomber dès que... Oui, mais vous parlez d'omnibus, c'est une simplification. Une simplification de la législation européenne qui est faite aussi pour que les jeunes comprennent mieux ce qui est en train de se passer. Bien sûr, c'est pas pour les jeunes. Je pense pas que c'est pour les jeunes. C'est pas pour les jeunes, mais c'est pas ça. Toutes les politiques n'ont pas besoin d'être faites pour les jeunes. Elles ont besoin d'être faites en pensant aux jeunes. C'est différent. Mais sur la question de la défense, on en a besoin. On a besoin d'une union de la défense. Les jeunes la veulent. On a besoin d'aider l'Ukraine. C'est aussi nos valeurs et c'est très important. La question, c'est comment est-ce qu'on fait les choses? Parce qu'en fait, si on fait une union de la défense, on met en commun nos moyens, on fait la passation de marché ensemble, ça coûte moins cher. Au lieu d'avoir des armées nationales et de la duplication, on met tout en commun, on a une force de frappe qui est plus importante et on économise de l'argent. Après, on peut remettre dans d'autres sujets dont on a discuté aujourd'hui pour avoir une sécurité globale. Parce que la sécurité, c'est pas juste la défense. Et l'Union européenne a été faite pour la paix. Et donc, en construisant l'Union de la défense, on a aussi besoin à long terme de penser, OK, comment est-ce qu'on on consolide cette paix à long terme, parce que c'est pas le cas sur le continent. Est-ce que, Noah, vous êtes d'accord avec Christelle, justement, la sécurité? Comment est-ce que les jeunes perçoivent cette exigence de sécurité qu'il y a aujourd'hui? Non, je pense que les jeunes sont très focus sur la sécurité, mais on ne parle pas seulement de sécurité, comme elle l'a dit, d'un point de vue militaire. Il y a plein de sécurité, la sécurité mentale, la sécurité de l'emploi, la sécurité du logement. Et ça, c'est souvent oublié quand on parle de sécurité. Mais on est très sur le militaire en ce moment. On est très sur la défense. Je pense,
honnêtement que l'Europe ne pourra jamais rivaliser d'un point de vue militaire avec des grandes puissances comme des puissances du Moyen-Orient, la Chine, les États-Unis. Et en fait, notre puissance, c'est notre unité et c'est ça aussi qui fait. Et pour ça, il faut qu'on investisse dans des choses qui vont nous permettre de rester unis. Parce que si l'Europe ne parle pas d'une seule voix, alors le problème va être réel. On ne pourra plus être présent sur le plan international. Alors justement, Adélaïde, je pensais à vous. Vous êtes militante climatique. Justement, aujourd'hui, le climat, on a l'impression que c'est un peu en sourdine, justement. Alors que c'est un sujet européen et c'est le sujet qui préoccupe les jeunes, on le sait. Complètement. C'est encore un sujet qui préoccupe les jeunes et pour ça il faut faire attention. Souvent l'argument est dit, regardez, les jeunes n'ont pas majoritairement voté pour le climat, etc. aux dernières élections. Encore une fois, les jeunes sont préoccupés et quand on dit les jeunes, d'ailleurs, il y a plusieurs jeunesses. Les jeunesses sont préoccupées par énormément de sujets et donc encore aussi, entre autres, par le dérèglement climatique qui les angoisse sérieusement, qui atteint aussi leur santé mentale. Et non, donc aujourd'hui, le dérèglement climatique n'est pas seulement en sourdine, on est en train de littéralement aussi presque attaquer des politiques qu'on a mises en place avec le Green Deal. Donc il faut aussi vraiment pas être naïf sur les questions des politiques du dérèglement climatique aujourd'hui. Non seulement on les oublie, on est peut-être en train de même déconstruire ce qu'on a mis en place. Et donc là, on envoie vraiment un message à une jeunesse européenne qui s'est mobilisée, qui a presque parfois pas eu son diplôme universitaire ou scolaire pour pouvoir appeler à faire appel à l'urgence Adélaïde, climatique. sommes-nous en train justement, comme vous dites, de déconstruire ce que nous avons construit depuis tant d'années? C'est sur cette note que nous pouvons clore cette discussion. Merci beaucoup à tous les invités ici présents. On prend un temps de pause, mais restez avec nous car juste après, nous évoquerons le désaveu des jeunes pour la politique. À tout de suite. Heureuse de vous retrouver sur le plateau de Bruxelles Je t'aime avec nos 3 invités ici présents. Alors les jeunes sont-ils désintéressés de la politique? Même si les données récentes indiquent que 7 jeunes sur 10 estiment bénéficier de l'appartenance à l'Union européenne, il n'était qu'une poignée à aller voter en juin dernier aux élections au Parlement européen. Et beaucoup nous disent qu'ils ont peu confiance dans les institutions politiques et la politique en général. Les jeunes se tournent de plus en plus vers les partis d'extrême droite par frustration et manque de confiance dans les grands partis. Eh bien, pour savoir ce que les jeunes dans les rues du centre de Bruxelles pensent de la politique de l'UE, nous sommes allés à leur rencontre. On regarde. Je me sens pas trop proche des politiciens européens parce que je pense que depuis certaines années, il n'y a pas beaucoup de changements au niveau européen et même international. Déjà, je suis très fier d'être européen. Donc je m'intéresse à la politique européenne. Alors bon, je connais pas les détails, encore une fois, c'est quelque chose que je suis d'assez loin. Il y en a qui parlent même pas de la situation des étudiants qui, pour certains, est très compliquée. Il y en a qui essayent de s'y intéresser, mais parfois on a l'impression aussi que c'est un peu pour essayer de rameuter des gens pour voter pour eux et qu'il n'y a pas grand-chose qui change plus haut. Je me sens impacté, mais pas proche par contre. Parce que j'ai l'impression que la plupart des choses qu'ils veulent mettre en place ou qu'ils parlent, ça ne va pas m'impacter moi ou ça ne va pas être quelque chose qui va impacter mon quotidien, mais plus le futur ou la globalité en général. Mais ouais, je me sens pas forcément pris en compte. Alors on les entend, ces jeunes bruxellois, ils disent qu'ils ne se sentent pas vraiment européens, déconnectés de la politique. Christelle, je me tourne vers vous, ça fait beaucoup d'années qu'on entend que les élections européennes n'attirent pas les jeunes. Alors qu'est-ce qui ferait qu'ils seraient attirés par ces élections-là? Alors, les élections européennes n'attirent pas les jeunes, il y a quand même eu une augmentation la dernière fois, donc pas cette fois-ci mais celle d'avant. Et surtout, cette désaffection du vote, elle est globale. C'est pas les élections européennes. Le problème, c'est toutes les élections. Et quand j'ai commencé mon activisme, on me disait toujours le Parlement européen n'est pas légitime parce qu'il est élu par moins de la moitié de la population. Mais maintenant, c'est aussi le cas pour d'autres parlements, des parlements nationaux. Les élections européennes, c'est particulier quand même. Oui, mais ce qu'il faut, c'est de l'efficacité. C'est ce qu'on a vu dans le reportage. Quel est l'impact sur mon quotidien? C'est aussi un problème de compétence de l'Union européenne qui n'a pas forcément compétence sur certains points du quotidien. Et il y a une désaffection du vote, oui, mais pas de la politique. Il y a beaucoup de participation, d'activisme, de manifestations, de pétitions. Donc il y a un intérêt pour la politique, mais juste un intérêt pour la politique qui a un impact sur le quotidien. Oui, vous pensez la même chose, Nora? Que cette politique européenne qui est encore vue comme quelque chose de distancié, on n'a pas envie de s'engager plus que ça dans les élections européennes? Je pense que c'est distancié, mais c'est surtout très compliqué. On ne se rend pas compte, mais le jargon politique européen reste super distant. Ouais.
les termes utilisés super complexes. Et en fait, on ne parle plus aux jeunes de la façon dont on devrait leur parler. C'est de nouveau, les générations évoluent, les moyens de communication changent. Les jeunes regardent beaucoup moins la télévision. Maintenant, on est plus sur les réseaux sociaux. Donc pourquoi pas essayer de leur parler d'une façon dont ils peuvent comprendre. C'est pas non plus aux jeunes à devoir s'adapter aux générations plus... Alors du coup, l'Union européenne communique mal sur elle-même. Je pense que ça peut être un moyen, si je peux juste revenir au pic qu'on a eu quand même de participation de la jeunesse aux élections européennes. C'était aux élections de 2019. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a eu une levée, en fait, de politisation des jeunes parce qu'ils étaient inquiets et qu'ils ont découvert des outils importants pour eux qui est la manifestation, les grèves, c'était pour les grèves pour le climat à ce moment-là, et où il y a eu un réel sentiment d'appartenance en fait à un sujet en se disant mais en fait on peut être inclus dans la discussion et de réaliser qu'ils n'étaient pas d'abord conviés à la table des négociations et qu'en fait ils avaient trouvé un moyen de quand même s'imposer. Et donc je pense que ce qu'on doit retenir de 2019, c'est qu'il y a eu un réel engouement de la part de la jeunesse qui se disent mais en fait on est concernés, on est hyper chaud, on est là. Et qu'après, ils ont été hyper déçus de voir qu'en fait, on ne les a pas continué à les convier de manière structurelle, je veux dire, pas juste de temps en temps, vraiment de manière structurelle. Et puis ensuite, du coup, en 2024... Pourquoi justement est-ce que les jeunes qui sont préoccupés par le climat ne traduisent pas cette préoccupation dans leur engagement pour les élections européennes? C'est hyper intéressant. Il y a un rapport du think tank Bruegel qui est sorti il y a moins d'un mois sur l'analyse justement des citoyens, c'était pas que les jeunes, qui sont encore très inquiets sur les questions du dérèglement climatique, mais par contre qui n'ont plus du tout confiance dans leur gouvernement pour y faire face. Et donc, il y a quand même ce rejet de la politique au sens large, de se dire, en fait, oui, évidemment que je suis inquiet, mais en fait, si on pouvait résoudre ça de manière politique, on l'aurait déjà fait. Donc, je ne vais pas continuer à me dire qu'à travers mon vote, on va faire face au dérèglement climatique. Donc, je pense aussi que les citoyens et les jeunes ne sont pas naïfs et se disent en fait nous on a essayé, on a tout donné en 2019, on a tout donné, maintenant on va passer par d'autres canaux, d'autres manières de s'engager. Ça ne veut pas dire que les jeunes ne sont pas engagés, ne sont pas inquiets, essayent de pas trouver des projets, ça veut dire que juste qu'eux ne veulent pas le faire à travers ces canaux-là. Mais il y a aussi l'attrait de l'extrême droite et on le voit, il explose sur TikTok. Christelle, justement, c'est préoccupant parce que voilà, ce sont deux mouvements parallèles. Oui, c'est tout le problème. On a parlé de la communication, de s'adapter. Si on est bon sur TikTok, on donne cette éducation, ces idées. Je pense que les réseaux sociaux sont une bonne chose. Il faut arrêter de critiquer en disant ça nuit à la démocratie. Non, il faut les reprendre. La télévision, c'était mauvais pour la démocratie. Toute nouveauté n'est pas mauvaise, c'est une nouvelle façon de faire. Et il faut s'adapter, c'est pas facile, même pour des jeunes, de faire du bon TikTok ou quoi que ce soit. Mais il y a une question de quels sont les moyens qui sont alloués et sur l'extrême droite, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'anxiété, donc c'est normal qu'il y ait aussi un intérêt pour des solutions. Est-ce qu'il n'y a pas non plus un peu chez les jeunes aujourd'hui une crise de l'affiliation politique? C'est-à-dire, est-ce on a encore envie d'être membre d'un parti aujourd'hui? Noah, je me tourne vers vous. Est-ce que ça fait sens encore aujourd'hui? Mais c'est un peu compliqué parce que peu importe le parti pour lequel on va ou peu importe les idées qu'on partage ou non avec certains, on a l'impression que rien ne change. Donc de plus en plus, oui, on s'éloigne des partis. On a l'impression de ne pas être écouté, de ne pas être entendu. Donc oui, moi je peux comprendre que certains jeunes en aient marre en fait et veulent s'éloigner de la politique parce que la politique ne répond pas à nos attentes. Et je pense que cette question d'affiliation est très, très présente. Moi, je suis entourée de jeunes qui s'engagent, qui sont vraiment bondés d'énergie pour ça et qui ont envie de faire quelque chose de positif, mais par contre, et qui trouvent que c'est très politique aussi, et moi, la première concernée, néanmoins, qui ne peut pas s'identifier à une couleur, à un parti politique précisément, et qui se dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire politique sans devoir être dans une seule case? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir plus de liberté entre les partis politiques? Parce que je pense que les jeunes, ce qu'ils ressentent quand ils doivent s'affilier à un parti politique, c'est de se dire, ok, alors on rentre en guerre avec les autres. Et donc ce jeu aussi qui a été malheureusement aussi beaucoup soutenu par les réseaux sociaux et par les médias, de se dire on s'attaque entre nous, et ça je pense que c'est quelque chose qui est en rejet, et donc peut-être l'affiliation n'est pas présente, néanmoins l'engagement politique. Donc le rejet de cette affiliation politique chez les jeunes, c'est un point intéressant. Merci Adélaïde. C'est sur cette note que nous pouvons clore cette discussion. Merci beaucoup à tous les invités ici présents et à vous qui nous regardez. Pour plus d'informations sur ce sujet, n'hésitez pas à télécharger l'appli Euronews. À très bientôt.
Heureuse de vous retrouver sur le plateau de Bruxelles Je t'aime avec nos invités. Adélaïde Charlier, militante pour la justice climatique et sociale et cofondatrice aussi de Youth for Climate BE. Je le dis bien ouais, Youth for Climate Belgique. Okay, merci. Noah Charpentier, président du réseau d'étudiants Erasmus en Belgique et Christelle Saval, présidente des Jeunes Européens fédéralistes. L'un des grands sujets de préoccupation ces dernières années en Europe, c'est la santé mentale et la crise silencieuse que nombre de jeunes gens traversent depuis le Covid, les difficultés économiques, mais aussi les effets psychologiques du cyberharcèlement. Alors pour comprendre à quel point la santé mentale des jeunes est un enjeu crucial pour l'Union européenne, nous avons interrogé ici sur le plateau de Bruxelles Je t'aime le commissaire européen à la jeunesse, à la culture et au sport, Glenn Mikalev. Et voilà ce qu'il nous dit, on l'écoute. Tout d'abord, commençons à parler de la santé mentale comme d'un droit fondamental. Les statistiques sont choquantes. Dans l'Union européenne, 50% des jeunes déclarent être ou avoir été confrontés à des problèmes de santé mentale, qu'il s'agisse de solitude, d'anxiété ou de stress. Je pense donc que nous devons mener davantage de campagnes de sensibilisation pour encourager les gens à demander de l'aide. Il n'y a pas de honte à demander conseil. There's no stigma in seeking advice. Noah, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que peut faire Bruxelles, fondamentalement? Parce qu'on sait que la santé, c'est une compétence nationale. Donc, quel est le rôle des institutions là-dedans? Je pense que déjà, il faut mettre les moyens pour tous les pays, pour permettre que les soins de santé mentale soient accessibles par tous, parce que pour le moment, ça reste un luxe dans la majorité des pays de l'Union européenne. Donc, je pense que c'est déjà une priorité. Et puis ensuite, libérer la parole, donner des guidelines, des aides pour les jeunes et pour tout le monde sur la santé mentale. Comment, par exemple, voir qu'on approche d'un burn-out, comment identifier ces choses-là. C'est des choses qui existent, mais dans lesquelles on doit mettre des moyens. Et oui, on doit... Alors, il parle de campagne de sensibilisation, justement. Oui. Ça, c'est important pour que oui, non, c'est super important. C'est ça qu'il faut. Il faut beaucoup plus ouvrir la parole. Alors, Christelle, on sait aussi que ce malaise, il est profondément lié aux réseaux sociaux. On l'entend, on le voit beaucoup dans les médias. C'est un peu le sujet dont on parle depuis beaucoup d'années. Est-ce qu'il faudrait, à un moment donné, complètement interdire les smartphones à l'école ? Moi, je n'ai pas de position sur les smartphones à l'école. Mais je pense qu'encore une fois, c'est une chance. Ouais. Et c'est aussi des problèmes, les réseaux sociaux. C'est une chance parce que je peux continuer à parler à ma mère, à ma meilleure amie qui ne vit pas dans le même pays que moi. Et donc, ça crée aussi du lien. Le problème, c'est les effets délétères. Vous avez parlé du cyberharcèlement. Le harcèlement, c'est un problème cyber ou pas. Ça arrive à tout le monde, ça arrive très fréquemment. C'est quelque chose dont il faut s'emparer. Et après, l'Union européenne n'a pas de compétences. On peut changer ça. On peut réformer les traités et faire l'Union de la santé. Pourquoi? Oui, l'Union de la santé, voilà. J'espère que ceux qui nous écoutent s'en rendent compte. Alors, Adélaïde, 31 000 personnes vous suivent sur Instagram, justement, donc vous êtes très active sur les réseaux sociaux. On connaît l'impact des réseaux sociaux, on vient en parler sur la santé mentale des jeunes. Certains pays en ont fait véritablement leur priorité nationale. Mais est-ce qu'on pourrait peut-être aller même plus loin et peut-être enseigner, alors je vais rentrer dans quelque chose de peut-être très théorique, mais peut-être la connaissance de soi, le bien-être mental, peut-être même la méditation, parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose que beaucoup de gens font. Est-ce que, voilà, dès l'enfance, on peut aller beaucoup plus loin? Oui, je pense que dès l'enfance, montrer que c'est un outil, dès le moment où on utilise ça de plus en plus, je pense qu'en fait, on est de plus en plus jeunes à aller sur les réseaux sociaux. Et donc, oui, enseigner que c'est un outil qui peut être utile et donc tout de suite mettre avec les limites, quoi. Que si dans la rue, on ne suit pas quelqu'un et qu'on ne la harcèle pas, c'est la même chose en fait sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment offrir aussi ces codes et ces cadres et la réglementation et c'est suite aussi à la réglementation même de l'intelligence artificielle aujourd'hui à faire, etc. C'est toute une suite où en fait les réglementations sont toujours un peu trop en retard parce que l'évolution est très rapide aussi des réseaux sociaux. Moi j'utilise les plateformes pour vraiment pouvoir d'abord décrypter ce qui se passe dans la bulle européenne parce que c'est hyper incompréhensible et après pouvoir offrir directement des outils pour pouvoir s'engager, pour pouvoir réagir, pour pouvoir être actif. Et je pense que c'est une super balance parce qu'au moins on est au courant, ce qui est quand même essentiel. C'est tout à fait normal ensuite de se sentir anxieux ou mal parce que juste la réalité du monde et ce qui nous entoure est juste hyper anxieux. Donc si on n'est pas anxieux, je pense qu'on n'est juste pas humain. Et ensuite, par contre, ce qui peut nous sortir de cette anxiété, ça va être qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, pour recueillir d'autres points de vue sur la pression que subissent les jeunes en 2025, nous avons interrogé plusieurs étudiants de l'Université d'Amsterdam lors de leur visite à Bruxelles cette semaine. Regardez. Il y a beaucoup de choses qui nous stressent. Il y a les tensions géopolitiques, le changement climatique. L'anxiété a pour moi deux causes majeures. Tout d'abord de ce qui se passe dans le monde,
mais aussi l'anxiété qui entoure l'idée de réussite et ce que nous sommes censés faire pour être accomplis. Je pense que l'on devrait davantage faire comprendre aux gens comment fonctionne leur esprit et peut-être diffuser davantage d'informations dans ce sens ou mettre en place plus de programmes. Je pense qu'ils doivent faire un peu plus d'efforts pour préserver notre santé mentale. J'aimerais qu'ils lancent une initiative pour rassembler les jeunes, afin de retrouver l'esprit européen. On l'entend chez ces étudiants qui disent le monde est stressant, il y a des guerres, climat, pression sociale. Qu'est-ce qu'il faut dire à ces jeunes qui sont angoissés par ce qui se passe dans le monde, mais aussi par le manque de progrès qu'il y a aujourd'hui justement sur le climat? Ouais. Alors je pense que la première chose à dire, c'est que l'anxiété, c'est tout à fait normal. Encore, j'insiste sur ça. C'est hyper humain de ressentir ça. C'est même, je pense, une preuve de vitalité. Oui, après c'est pas juste normal, il faut aussi... Non, je sais tout à fait, mais je pense que c'est important d'abord de le dire. Ouais. Et ensuite, ce qu'on va dire, c'est que l'anxiété est créée quand même entre la différence des alarmes qu'il y a autour du dérèglement climatique, la réalité de la science et la réalité politique et quotidienne. On va être sur les réseaux sociaux, on va voir les derniers faits du dérèglement climatique. Ensuite, on va sortir dehors, on va prendre notre bus comme tous les matins, on va aller à l'école avec les mêmes cours que nos grands frères, nos grandes sœurs ont eu. Il n'y a pas de changement structurel. Donc c'est important de dire que c'est cet écard-là qui crée l'anxiété. Et donc pouvoir pour revenir faire face juste, à ça, pardon, je vous interromps, mais pour revenir sur le cyberharcèlement, sur justement les contenus dangereux sur Internet, Noah, je me tourne vers vous. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits aujourd'hui au niveau européen. On le sait par le DSA, donc Digital Services Act, qui est une législation qui doit protéger les jeunes des contenus justement illicites ou des contenus dangereux. Mais est-ce que tout ça c'est suffisant aujourd'hui, selon vous? Non. Non, et je pense que ce sera jamais suffisant d'axer le point sur la protection. On doit vraiment axer plus sur l'éducation et l'information. Le cyberharcèlement, c'est quelque chose qui existera toujours, je pense, quelque chose qu'on n'arrivera pas à vaincre, du moins pas au niveau européen. On doit vraiment pouvoir changer les mentalités, faire comprendre le danger, parce que derrière un écran, c'est très facile. Donc, faire prendre conscience aux gens que ce qu'ils font, ça a des conséquences dans la vie réelle, en fait. Et c'est comme ça qu'on arrivera à aller vers un monde meilleur où il y a moins de cyberharcèlement. Alors justement, axé sur l'éducation et l'information, c'est ce que vous disiez, c'est sur ce point que nous pouvons clore cette conversation. Un grand merci à nos 3 invités et merci à vous de nous avoir suivis. Si vous voulez continuer la conversation sur le sujet de votre choix, n'hésitez pas à nous écrire à bruxellesjet'aime@euronews.com ou à nous contacter sur les réseaux sociaux. Passez une excellente semaine et à très bientôt sur Euronews.